plus de détails et pour compléter le sondage, visitez le monassemblée.ca. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on sera en direct du Musée canadien de la nature pour découvrir ensemble l'exposition intitulée Planète Glace. On va aussi discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco à propos des problèmes liés à l'épaule. Et vous savez que quand il vient à l'émission, on fait toujours quelques petits exercices avec lui. Et tout de suite, pour commencer l'émission, j'ai avec moi Marie-Chantal Baguilla, qui est entrepreneur, formatrice, mais aussi conférencière. Tu portes plusieurs chapeaux. Je préfère mentionner ça aux gens qui nous regardent en ce moment. Et puis, tout de suite en allant, on a envie de parler de ton entreprise. Du moins, j'ai envie de parler de ton entreprise. La première que moi, j'ai connue, qui est Mashab Design. Qu'est-ce que c'est, cette entreprise-là? En fait, Mashab Design, c'est une entreprise de confection d'accessoires de maison. Et les accessoires sont confectionnés ici, même au Canada, avec le pine wax qu'on connaît généralement, ainsi que les tissus africains. Les tissus africains, on en a vraiment toute une panoplie. Souvent, les gens vont le résumer juste au pine wax, mais on a vraiment une particularité en lien avec les tissus africains que j'utilise dans la confection d'accessoires de maison. Pourquoi tu t'es lancé dans ce volet-là, accessoires de maison? Ça aurait pu être n'importe quoi, peut-être la couture pour habiller, surtout qu'ici, pour des gens qui viennent d'Afrique, c'est difficile de trouver des tenues africaines et tout. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on peut confectionner plusieurs choses avec ces différents tissus, mais j'ai préféré en fait prendre cette niche d'accessoires de maison parce que j'ai trouvé que c'était un besoin au milieu ici, non seulement de la communauté, mais aussi même des personnes qui avaient besoin de tisser des liens culturels dans leur milieu de vie, pas forcément avec les vêtements qu'ils portent, mais chez eux à la maison, voir par exemple un rideau confectionné en wax ou en tissu africain, un coussin qui vient embellir en fait son environnement de vie. Donc, c'est ce que j'ai voulu ajouter à la maison des personnes ici. Et si les gens sont curieux et qu'ils jettent un coup d'œil à ton site web, là, on va voir que tu accessoirises pratiquement, oui, je dirais, pratiquement toutes les pièces de la maison, la salle de bain, la salle à manger, le salon, je ne sais pas si je manque quelque chose, le bureau aussi. La cuisine aussi. Ça fait beaucoup la de choses. Cuisine aussi. Donc, le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, même la chambre aussi. Donc, dès l'instant où on peut avoir des accessoires à un endroit, je suis prête à comme les confectionner. Et même qu'à cela, j'ai aussi attaqué les boîtes à lunch. Donc, j'ai par exemple là, ici, ça, ce sont les sacs à lunch qu'on peut utiliser pour pouvoir mettre, par exemple, les sandwichs. Il y a comme plusieurs motifs ici. Donc, j'essaie d'apporter cette richesse non seulement en histoire, parce que ces pagnes-là ont des histoires, mais aussi en couleurs. Alors, pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, surtout que l'été s'en vient, et puis on aime bien avoir des couleurs vraiment très... En tout cas, on aime avoir nos espaces colorés. Là, qu'est-ce que la personne est censée faire? Est-ce qu'il y a différents tissus que moi, je pourrais choisir, sélectionner sur le site web? Oui, en fait, il y a deux options. Okay. La première option, c'est qu'il y a déjà des produits qui sont confectionnés, qui sont disponibles. Si je prends à l'exemple de ce tablier, tu peux décider... OK, ce tablier me convient, je le prends. Ce tablier, en passant, c'est un pine wax mélangé à un tissu africain, le pine baoulé qui est en bas ici. Tout comme aussi, tu peux m'appeler et puis me dire, regarde, voici les couleurs à l'intérieur de chez moi et j'ai besoin, par exemple, de rideaux. Donc, moi, en fonction de ton environnement de vie, des couleurs, je vais aller choisir des tissus qui vont correspondre, en fait, avec les couleurs de ton environnement pour t'envoyer quelque chose de chaleureux à travers ces tissus. Donc, ces deux options sont disponibles. C'est pourquoi je confectionne tout ici. Comment tu fais la consultation? Juste par curiosité, bon, pour quelqu'un qui te contacte, qui habite par exemple, je ne sais pas dans quel coin d'Ottawa tu te trouves là, mais quelqu'un qui habite par exemple dans l'Est, comment tu fais ça? Est-ce que tu te déplaces jusqu'à chez eux? Oui, dès l'instant où la personne est à Ottawa, que ce soit de Orléans à Canada, parce que même j'ai des clientes à Canada, je me déplace.
tout comme aussi du côté de la rive, de l'autre côté de la rive, comme à Gatineau. Donc, je me déplace, je vais chez la personne et puis on échange, on discute ensemble. Mais si la personne est par exemple loin, comme par exemple, j'ai certaines clientes qui viennent de Montréal, en ce moment, on peut faire une rencontre, comment on dit ça même, par vidéo. Par vidéo. J'ai eu ce cadeau-là, merci, tu me l'as offert. J'aimerais ça qu'on en parle aussi, si tu me permets. Il y a aussi des petits calepins, je pense, que tu confectionnes aussi avec le tissu africain. Ça, c'est très, c'est innovateur. C'est vraiment pour permettre aux personnes d'avoir un carnet pour pouvoir autant noter ce qu'ils ont en tête, mais en même temps s'en servir comme pour faire du journaling. Donc, j'ai trouvé important là de pouvoir apporter cette touche-là, même dans le sac, en fait, des dames, parce que c'est beaucoup les dames qui vont utiliser ces carnets-là. C'est ça. Écoute, je vais te garder avec moi, Marie-Chantal. On va prendre une petite pause. Et juste après la pause, on va parler d'un deuxième volet de la vie de Marie-Chantal. Elle est experte en relations publiques et elle nous dira pourquoi elle a lancé une entreprise que vous avez envie de connaître. Regardez entre nous. Excusez-vous. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Cette semaine, c'est M. Pascal Aubu qui va nous forger une histoire de clôture à la chaleur du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient toujours avec Marie-Chantal Baguia, qui est la propriétaire de Mashup Design. C'est là que je t'ai connue vraiment. Mais maintenant, tu portes un autre chapeau. Tu es experte aussi en relations publiques et tu t'es donné comme mandat cette année d'accompagner les personnes, les entrepreneurs et les organismes à but non lucratif, en fait, pour leur communication. D'où est-ce que c'est venu ce désir, ce besoin de les accompagner là? Et donc, en fait, comme tu as pu le constater, moi-même, je suis entrepreneur, mais au-delà de l'entrepreneuriat, j'exerce en fait le métier de relationniste depuis plus de 15 ans. Et j'ai constaté que beaucoup, par exemple, d'entrepreneurs n'utilisent pas les médias télé, radio, presse écrite. Et quand je parlais avec certaines personnes, elles me disaient « Oh, tu sais, ces médias-là, c'est pour des privilégiés. Moi, je préfère me contenter, par exemple, des réseaux sociaux. Ce n'est pas réservé pour moi, c'est pour une classe de personnes. » Alors, j'ai décidé d'aller taper à la porte d'un réseau de femmes qui a été mis en place en fait par Matt Karim Diakou. Et puis, j'ai demandé si je pouvais me permettre d'entretenir ces femmes-là sur comment intégrer les médias dans leur stratégie d'affaires. Et c'est de là que tout est parti, parce que même à l'occasion de cette rencontre, les dames qui étaient présentes m'ont demandé comment est-ce que je fais pour pouvoir bénéficier de tes services. Donc voilà comment est-ce que tout cela est parti, parce que j'ai voulu d'abord sensibiliser un groupe de femmes entrepreneurs qui, exactement, à l'intérieur de ce groupe, il y a plusieurs qui ont à cœur de partir, en fait, de soutenir des causes au travers d'organismes sans but lucratif, mais elle n'était pas nécessairement habilitée à pouvoir conduire tout ce qui était relations de presse. Donc, c'est comme ça que Mashup Consulting est né. Non, c'est vraiment intéressant parce qu'on a eu une discussion, toi et moi, il y a quelques semaines, et puis je te demandais pourquoi tu avais lancé ça. Et quand tu l'expliquais, c'était tellement drôle. Les gens viennent en entrevue souvent, ou même quand ils viennent en entrevue, ils sont pas vraiment préparés. Il y en a qui sont pas vraiment préparés. C'est vrai qu'il y a la peur, le stress, les caméras et tout ça, mais c'est quelque chose qui se surmonte. Exact.
Alors, comment toi, tu fais pour les accompagner? Ça prend, en fait, là, comme tu le dis, ça prend nécessairement une préparation. Et donc, fait que moi, j'aide, en fait, autant les entrepreneurs que les organismes à but non lucratif, en fait, à sortir de leur zone de confort, là, pour pouvoir faire partie de ces privilégiés des médias, télé, radio et presse écrite, pour pouvoir rayonner. Donc, pour cela, à travers mon accompagnement, on aborde plusieurs points, dont d'abord le média cible, parce qu'on ne parle pas à tous les médias et à tous les journalistes. Il faut savoir à quel média d'abord s'adresser. Par la suite, on va aussi adresser le point de la préparation même en entrevue, parce que vous ne pouvez pas débarquer comme ça en entrevue sans avoir un minimum en fait de contenu, de quoi vous allez parler. Et il y a plusieurs qui arrivent et puis c'est sur place qu'ils commencent à réfléchir à qu'est-ce qu'ils auront à dire ou comment répondre à telle ou telle question. Ça prend en fait d'avoir du contenu et tout cela, ça se prépare avant d'arriver sur un plateau. Alors, quand tu parles de préparation, ça serait quoi? D'avoir déjà la thématique qu'on veut présenter, par exemple les services, les offres et tout ça. Mais en plus de ça, c'est pas juste le sujet. Je pense que c'est toute la personnalité aussi qu'on veut mettre en avant, la personnalité de la personne. Oui, c'est ça. Exactement. Déjà, même, je pourrais te donner un simple exemple. Il arrive qu'il y a des personnes même qui vont aller en entrevue sans même savoir parler, par exemple, de leurs produits et services, ou même parler même d'elles en tant que personne, parler de leur passion en tant que... tout ça, ça se prépare pour que quand vous arrivez en fait en entrevue, vous avez ce contenu-là à offrir, à partager quand il est question de parler de vous, de vos offres de produits, ou même aussi même d'apporter des témoignages, par exemple, de personnes qui ont pu bénéficier de vos services. Quand on prend le cas des organismes sans but lucratif, c'est des éléments que vous devez apporter. C'est pas sur le plateau, sur place que vous allez commencer à réfléchir. Or, quel cas je peux apporter? Ainsi de suite. Et même aussi, on peut être invité à une entrevue, mais il faut tenir compte aussi de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité? Je vais en entrevue. Est-ce que ce que j'ai à partager, il y a quelque chose de l'actualité que j'ai besoin aussi de comme relever ou d'apporter des précisions à l'auditoire, de rassurer l'auditoire? C'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Tellement bien dit là. Et puis, c'est quoi que tu leur dis aux gens qui travaillent avec toi pour les convaincre que c'est important de travailler avec les médias traditionnels, pas seulement avec les médias sociaux? Déjà, à ces personnes-là, je leur fais comprendre que les médias dits traditionnels qu'on connaît, télé, radio, presse écrite, là, il faut qu'ils comprennent que ces médias-là ont évolué. Avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, ces médias-là ne sont pas juste dans un endroit physique. On les retrouve aujourd'hui même sur les réseaux sociaux, sur Internet, et même que pour aller plus loin, il y a aujourd'hui des web télé, il y a des web radios, il y a des webzines. Les webzines, ce sont des magazines qu'on va lire, mais plutôt en ligne au lieu que ce soit papier. Donc, plutôt que de rester dans cette bulle de médias qui est physique forcément dans un endroit chez moi à la maison, ça m'est toujours utile. Et je dis aussi à ces personnes, quelquefois vous avez l'impression que vous n'écoutez pas la radio. Mais quand on fait un voyage, un déplacement, c'est vrai qu'on va écouter la musique qu'on a dans notre auto. Mais à un moment donné, on est un peu tanné. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la radio. Oui. Je suis désolée, mais vous serez en train d'écouter la radio du coin. C'est vrai en plus. Et puis, c'est quoi comment ça se passe concrètement cet accompagnement pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui se dit, bon, OK, je pense qu'après avoir écouté la dame, j'ai besoin d'un accompagnement pour aller parler à des médias traditionnels. Ça prend combien de temps? Et puis, c'est quoi les différentes formations que tu offres? À ce niveau, en fait, j'ai une formation en ligne de 6 semaines où, oui, il y a des modules qui sont disponibles en ligne, mais j'ai des rencontres une fois par semaine avec la personne pour m'assurer qu'elle met en application chaque module qui est libéré semaine après semaine pour qu'elle puisse en fait savoir comment utiliser les médias traditionnels. Il faut aussi, une parenthèse, dire que ces médias-là, ils sont à différents niveaux, locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Oui. Donc, c'est tout cela. C'est tout ça, en fait, que je les aide à pouvoir aller identifier pour pouvoir se canaliser et se concentrer.
Donc, à travers, en fait, l'accompagnement que je leur donne. Et également, je vais travailler le message avec eux. Je vais travailler également, comment on appelle ça même, leur histoire. En plus de cela, je vais même faire des tests de préparation en entrevue avec eux. Donc, c'est vraiment tout un package qui est à l'intérieur de cette formation. C'est sûr que, bien sûr, à côté de cela, quelqu'un qui veut bénéficier de mes services en relations publiques pour d'autres besoins, je reste aussi disponible, comme par exemple, j'ai eu à accompagner quelqu'un pour tout ce qui était de la gestion d'une crise parce qu'elle avait un problème avec un de ses produits. Donc, il fallait que je l'accompagne, en fait, à pouvoir rassurer ses clients en lien avec son produit. Donc, brièvement, c'est ce que j'offre. Il y a aussi de la consultation d'une heure pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus de clarté dans leur communication et relations publiques. Bien, merci beaucoup, Marie-Chantal. On va inviter les gens à visiter ton site web, mais aussi les réseaux sociaux sur lesquels tu es facilement accessible. Je te souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt et merci. À bientôt. Alors, pour autres à la maison, pour avoir les conseils de Marie-Chantal Baguia pour vous accompagner pour faire des entrevues et même plus pour travailler en relations publiques, ça sera au machabconsulting.com. Elle est aussi accessible sur les différents médias sociaux. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco des problèmes à l'épaule et il est toujours très accompagné avec le petit Arthur. Allô Arthur. Alors, comment il va aujourd'hui, notre petit Arthur? Mais notre petit Arthur est un peu timide parce que quand je fais face à toi, regarde qu'est-ce qu'il fait avec sa tête. Il n'est pas content aujourd'hui. Il n'est pas content aujourd'hui. Et la raison pourquoi il n'est pas content, parce que mon petit Arthur, nous avons joué avant avec le tennis. OK. Mais parce que moi, je gagne toujours contre lui, il a décidé de changer de sport. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jouer un autre sport qui s'appelle pickleball. Okay? C'est un peu la même chose que le tennis, mais les mouvements sont un peu différents. Alors, il a utilisé trop de son épaule et maintenant, il a une blessure à l'épaule. Et c'est pour ça qu'il est un peu triste aujourd'hui, parce qu'il a de douleur à son épaule. Heureusement que tu parles aujourd'hui des problèmes à l'épaule, donc j'espère qu'après ça, là, le petit Arthur va bien aller. Oui, exact. Alors, première chose qui est importante, de savoir un peu l'anatomie de l'épaule. Alors, j'ai
j'ai apporté ma carte ici. Oui. On voit. Alors, ça se dit épaule. OK? Et comme on voit, alors l'épaule, c'est une articulation qui est formée des différentes os. OK? En arrière, on appelle ça omoplate. Et aussi, ici, ça c'est l'os qui s'appelle l'humérus et s'attache à une partie de l'omoplate. Il y a comme un trou et ça continue jusqu'au coude, ici. OK? Alors, si je monte l'épaule avec l'ouverture, oui. Alors, nous avons l'omoplate qui est en arrière, ici. Je vais juste tourner un peu plus. Oui. Ici, ça c'est l'omoplate. OK? On a en avant un os qui s'appelle la clavicule. Et aussi l'humérus. Les trois os travaillent ensemble pour faire des mouvements complexes. Alors, nous avons chaque deux épaules. Alors, on a une épaule qui est dominante et une épaule qui est l'autre qui est non dominant. Et avec tous les mouvements fonctionnels qu'on fait, avec notre épaule ou bras dominant, on peut développer une surutilisation ou un problème, un enflure qui s'appelle tendinite. Et ça, c'est de faire beaucoup de choses à tous les jours. Et pour cette raison, c'est important de faire des exercices, des étirements et tout ça. Mais on peut aussi avoir des problèmes comme un trauma, une blessure, une chute, une fracture à l'humérus. Et là, il faut faire de physiothérapie après. Et finalement, si on travaille devant l'ordinateur, si on est assis et on travaille devant nous, on peut développer des épaules qui sont un peu arrondies, qui tournent en avant comme ça. Ça développe de la tension aux muscles qui vont au cou. Ça peut donner des maux de tête, la vertige un peu, et certainement des problèmes musculaires à l'épaule. Alors, c'est important de faire une bonne évaluation à la clinique de physiothérapie pour savoir c'est quoi le problème et comment on peut le résoudre. C'est pour ça que tu dis tout le temps que tout est relié dans notre corps, là, parce qu'un seul problème aux épaules peut nous donner mal à la tête. Ça a l'air de rien, mais oui, quand on s'assoit à l'ordinateur, on est tout le temps comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça... Ouais. C'est ça. Et aussi, qu'est-ce que ça fait? C'est si on passe beaucoup de temps assis devant l'ordinateur et à la fin de la journée, on dit, OK, maintenant, c'est le temps de jouer au tennis ou au pickleball ou de faire de voir au gym. Alors, d'être assis pour tout ce long de temps, de te mettre plus vulnérable à avoir un problème ou à avoir une blessure. Alors, c'est pas nécessairement le sport ou l'action que tu fais, mais la cause que tu ne respectes pas la bonne posture ou la bonne santé en général. Tu as parlé de l'épaule dominante et de l'épaule qui n'est pas dominante. Je suppose que, par exemple, moi, je suis droitière, donc mon épaule dominante sera l'épaule droite, c'est ça? C'est ça, oui. Ben, Exact. OK. Quand on utilise l'ordinateur, ben c'est les deux... Et puis, surtout si tu travailles en administration, là, toute une journée, tu es assis du matin au soir, de 8 à 4, c'est tes deux épaules, tes deux bras qui fonctionnent. Oui, exact. Alors, ce sont les deux côtés, mais si tu utilises ton souris, ta main droite. Peut-être c'est avec ton côté dominant. Alors, je suggère soit de changer de l'autre côté, alors essayer de travailler avec le côté non dominant pour un certain temps, juste pour donner un peu plus de temps à l'autre partie de soulager un peu. À quel moment tu penses qu'on devrait commencer à s'inquiéter par rapport à nos épaules? Pas forcément qu'on a une tendinite ou quelque chose de grave, mais à quel moment on commence à faire attention, se dire « Oh, mon épaule, il faut que je fasse attention. Bonne question. Alors, quand on travaille, on essaie de faire notre mieux. Et on essaie de concentrer, et on a des idées, on essaie de les mettre
on les écrit et tout ça. Mais si on développe comme des mots de tête, si on commence à sentir la tension, si on sent qu'on n'est pas très confortable quand on est assis, et même comme étourdi, des sensations comme ça, alors là, c'est le temps de se soulever et même faire des exercices à l'épaule, de faire les rotations comme ça, parce que tout le monde, la majorité du monde, travaille à la maison maintenant. Là, ils sont très comme relax, détendus, mais quand ils travaillent, ils sont très comme fixés à faire leurs tâches. Alors, de prendre du repos, de prendre une pause à chaque demi-heure ou à chaque heure, c'est pas nécessairement réaliste. Parce qu'eux, ils veulent terminer leur travail et ensuite de partir, de voir en dehors. Mais c'est important d'actuellement mettre l'alarme sur 30 minutes, faire des mouvements comme ça pour prévenir d'être dans cette situation. Mais si on commence à sentir la tension, les maux de tête, même comme fatigué un peu, là, c'est le temps de se lever. OK. Merci beaucoup, Arthur. On va prendre une pause et juste après, on va continuer avec des exercices. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les genoux répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire, qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, et car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret, ça m'est quitté. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des problèmes à l'épaule avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et cette fois-ci, on va faire des exercices. Oui, exact. Alors, avant de faire des exercices, on veut juste faire une petite évaluation de la mobilité. Alors, on commence à faire comme la flexion, on voit quelle sorte de mobilité la personne a. Peut-être, par exemple, si j'ai le problème avec mon droit, alors je peux aller jusqu'ici, et avec l'autre, je peux aller jusqu'à la fin. L'autre direction, à côté comme ça, alors avec ma gauche, je peux lever, mais avec la droite, juste ici. Si je fais comme extension l'autre direction comme ça, alors avec gauche, ça va, mais avec le droit, pas beaucoup. Rotation externe, alors avec gauche, ça va, avec le droit, pas beaucoup. Et finalement, rotation interne, avec gauche, ça va, et même avec le droit, ça va. Alors, un peu de manque de mobilité pour certains mouvements. Alors, là, s'il y a un manque de mobilité, je suggère à faire des exercices pour augmenter cette mobilité en utilisant un bâton. J'ai un bâton ici, je mets... Alors, moi ça, c'est le côté droit qui a les limites. Alors, je mets comme ça, juste... Et j'aide avec l'autre pour pousser un peu plus dans cette direction. Ça fait un peu mal, mais je garde pour 3 à 5 secondes
ensuite, je descends. Aussi, je peux faire l'autre mouvement qui est limité. Alors ça c'est ma limite. Alors je continue, je sens un peu mal, mais je sais que c'est important. OK? Et l'autre direction, je pousse derrière moi. Extension, ça fait mal à l'épaule, mais je continue quand même. Et l'autre, ça c'est rotation externe. Ça fait mal, mais je continue. En utilisant un bâton, en utilisant l'autre main, l'autre côté, ça va aider à avoir plus, à augmenter la mobilité de cette côté qui est mal. Arthur, exercice de... J'ai une question pour toi avant. Quand on parle de mobilité, il y a des gens qui vont aller faire du sport et puis en s'échauffant, ils vont prendre leur bras et puis ils vont le tourner. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Ça, c'est la mobilité? C'est ça, exactement. Oui, exactement. C'est la mobilité. Okay. L'amplitude. Alors, quelle distance tu peux lever ton bras comme ça, exact. OK. Maintenant, bonne question. Maintenant, ça, c'est la force, renforcement. Alors, si on va dans la clinique et je fais des tests, des évaluations de force, OK, pousse contre moi ou lève contre moi, contre ma résistance. Et si je note qu'il y a un manque de force, alors on sait qu'il y a un manque de mobilité, mais amplitude, mais il y a encore un manque de force. Alors là, on donne les bandes élastiques, on a des différentes résistances avec des différentes couleurs, et on peut faire les exercices juste dans le mouvement de limite. Alors si par exemple, j'ai un manque de force, en tournant comme ça, rotation externe, comme ça. Alors si avec la résistance c'est faible, alors là, l'exercice c'est juste de faire comme ça, répétitif comme ça, rotation externe. Si le problème ou le manque de force, c'est avec abduction à côté comme ça, alors l'exercice c'est juste à côté. Et là, on va jusqu'à la limite, on ne passe plus. On juste va à la limite. Alors, on n'entre pas dans où il y a la douleur. Et finalement, c'est juste parce qu'on sait que l'épaule, c'est une articulation qui est très complexe. C'est pas juste comme en ligne, comme ça. Il y a beaucoup de mouvements. Alors, si on a une balle, comme une balle de soccer ou de basket ou quoi, tu vois sur un mur. Oui. OK? Et tu fais comme des cercles. Comme ça, des gros cercles ou des petits cercles, tu peux aller dans les deux directions, tu peux aller juste comme en haut, à côté, en bas, juste de faire des mouvements comme ça. À la maison, si on veut être comme un peu plus créatif, alors on peut prendre comme notre verseuse ici et si on peut comme verser un peu de café, mais ici il n'y a pas de liquide, alors le pesanteur c'est comme quoi 2 livres. Alors, juste de faire les mouvements comme ça c'est un exemple, ça c'est les rotations. Il ne faudrait pas y avoir de café dans la cafetière. On ne veut pas salir la maison. Des mouvements comme ça, des rotations comme ça, comme tu veux, sois créatif. Et si c'est pas aussi pesant, c'est trop léger, alors là, tu prends ton aspirateur, les exercices comme ça. Alors ça, c'est excellent pour les bras ou pour l'épaule, comme ça. Alors, juste d'être créatif, de pas trouver des choses qui ne sont pas très dispendieuses et aussi qui sont plus fonctionnelles. Parce que ça, c'est la fonction qu'on essaie d'aider, mais aussi de retourner au sport. Alors, si c'est de retourner au tennis ou des autres sports, utilise une raquette de tennis. Si c'est de retourner aux autres sports, utilise ces outils parce que ça va augmenter la motivation du patient. Ben, écoute, Arthur, merci beaucoup pour tes informations. Les gens pourront aller au www.prophysiothérapie.com et puis chercher pour ton nom, Arthur Coinco, pour avoir accès à toi. C'est notre dernière chronique de la saison. On espère te revoir à la saison prochaine. Certainement. Merci beaucoup, Arthur. Je te souhaite un bel été. Toi aussi, au revoir. Arthur aussi, au petit Arthur. Bye bye.
Alors, une fois de plus, www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de notre physiothérapeute Arthur Coinco. On va prendre une pause et juste après, on sera en direct du Musée canadien de la nature pour découvrir ensemble l'exposition intitulée Planète Glace. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous emmène en direct du Musée canadien de la nature et avec nous, Daniel Boivin qui est chef du design. Il veut nous parler aujourd'hui de l'exposition Planète Glace. Et le titre, c'est Planète Glace, mystère des âges glaciaires. C'est quoi le mystère des âges glaciaires? Qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dessus? En fait, la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi la glace revêt-elle une si grande importance sur notre planète? Donc, on regarde cette grande question-là de plusieurs angles. On se demande pourquoi la Terre a de la glace. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça a fait sur notre planète pour façonner la vie, la géographie et tout ce qu'on voit aujourd'hui? Et qu'est-ce qui arrive s'il n'y a plus de glace? Donc, c'est un peu... On touche sur les changements climatiques. Sur le changement climatique, je pense que c'est une thématique qui, surtout cette année, a fait beaucoup jaser. Et puis, j'aimerais que vous puissiez nous dire à quel point les glaciers sont importants pour la nature, pour la géographie, comme vous l'avez dit. Oui, donc la Terre passe à travers plusieurs cycles. Donc, on a des cycles de glaciation où il y a plus de glace. Il y a des périodes dans l'histoire de la Terre où il y a moins de glace. Donc, pourquoi on a tout ça? On explique un peu pourquoi la Terre a fait ça et qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça a permis à créer ici sur la planète. Donc, on a des espèces animales, la faune, la flore, tout ça qui dépendent en fait de ces saisons-là, de ces changements climatiques-là. Puis, on regarde quels sont ces impacts-là quand il y a beaucoup de glace, quand il y a beaucoup de neige, quand toute cette neige-là disparaît et quand elle revient. Donc, un des avantages, par exemple, si on regarde tout simplement, c'est sûr qu'on peut s'amuser l'hiver, on a toutes sortes de sports d'hiver, mais on a aussi des glaciers qui entreposent beaucoup d'eau potable, de l'eau fraîche. Si on regarde l'Himalaya, le Pakistan, l'Inde, tout ça dépendent beaucoup des glaciers pour s'approvisionner d'eau. J'ai une grosse question pour vous. J'ai pu aller sur le site web et puis les gens pourront voir aussi, ils pourront avoir accès à ça. Et puis vous permettez aux gens de pouvoir voir l'exposition, une infime partie de l'exposition en 3D. Puis de ce que j'ai vu, là, j'ai vu que ça a été divisé en plusieurs sections. Je vois que c'est une grosse exposition et puis je me demande, vous avez travaillé combien de temps pour avoir tout ce contenu-là? C'est une assez grande exposition. Nos expositions prennent à peu près 3 ans à développer. Wow. Ça paraît long, mais en fait, on a beaucoup de travail à faire. On a du développement, on a de la recherche. On doit établir une certaine thématique. C'est comme écrire un livre et on doit
s'assurer que l'histoire se tient bien, puis qu'on a quand même des trucs intéressants pour engager les visiteurs. Il ne faut pas simplement être obligé de lire à travers toute une exposition. On a des interactifs, on a des jeux où on peut mieux saisir certains concepts scientifiques ou d'explorer certains aspects d'un animal ou de voir des squelettes d'animaux qui sont peut-être disparus. Donc, on doit passer à travers tout ce processus-là pour arriver à une exposition comme on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on aura la chance plus tard de voir quelques espèces qui ont rapport avec l'exposition, si vous le voulez? Oui, en fait, oui. Parfait. On va déambuler vers l'arrière de la galerie. OK. Donc ici, on traverse une première zone. Ici, on explique qu'est-ce qui se passe sur notre planète pour qu'il y ait du froid. Donc c'est ça qu'on vient de traverser ici. Encore, il y a certains jeux interactifs où on peut, ici, on peut façonner un flocon, simplement. Donc on peut créer des formes et ensuite les envoyer à l'écran pour les voir tomber. Donc, on peut beaucoup s'amuser avec ça. Mais si on se sert en fait de deux aires glaciaires récentes pour expliquer quelles adaptations certains animaux ont vécues, on possède pour survivre et même vivre heureusement dans un milieu très froid. Très froid, oui. On pense aux caribous, on pense aux mammouths, on pense le loup de l'Arctique, les bœufs musqués, plusieurs espèces qui vivent au nord. Donc, c'est ça. Donc, on a la chance de voir tous ces animaux-là, d'être émerveillés par leur beauté et leur adaptation au froid. Et on peut ensuite explorer quel impact il y a sur nous si ces saisons-là ou ce froid-là arrivait à disparaître avec le changement climatique. Ces animaux qu'on voit là, est-ce qu'ils sont... Ben, je veux juste demander s'ils sont en voie de disparition. Non, ceux-là ici, en fait, non. Ils vivent heureusement dans l'Arctique, mais c'est une question qu'on se pose sur certaines espèces. Plus un animal a la capacité de vivre dans différentes sortes d'environnements, plus ils sont aptes à survivre des changements. Mais certains animaux peuvent avoir de la difficulté à survivre. Si on pense à l'ours polaire, par exemple, certaines régions de l'Arctique, certaines communautés d'ours polaires dépendent de la glace océanique pour avoir accès à leur nourriture. Si cette glace-là n'existe plus, wow, elles sont obligées de nager puis de vivre dans l'eau toute leur vie, donc ils ne peuvent pas survivre. Donc. Quand on parle de réchauffement climatique, il ne faudrait pas penser seulement à nous, les humains, mais on voit que ça touche aussi les animaux. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Exactement. Oui, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, des espèces plus fragiles. Ici, on parle ici, par exemple, d'une espèce qui a disparu, le Néandertal, qui était notre voisin, notre cousin, en fait, pendant une ère glaciaire, je dirais à peu près il y a 50 000 ans. Le Néandertal est encore parmi nous et c'est une espèce qui aurait disparu. Il y a certaines théories pour ça, dont une serait peut-être son incapacité d'être flexible ou de s'adapter à différentes conditions. Peut-être une absence de nourriture, peut-être qu'ils n'avaient pas la flexibilité de s'ajuster à ces différents environnements-là. Donc, voilà. Et est-ce que parmi les animaux, on a des poissons qui vivent dans cette eau si froide souvent? Oui, dans l'Arctique, en fait, il y a beaucoup de poissons qui vivent dans l'océan Arctique et même dans les lacs qu'on trouve dans l'Arctique. Mais même ici, au sud, si vous voulez, au sud du Canada, pendant l'hiver, ces poissons qu'on connaît, le saumon, la truite, le doré, le brochet, réussissent à survivre l'hiver. Donc, ils ont certaines adaptations pour les permettre de faire ça. Certaines formes d'hibernation, certaines espèces ont ils vont en fait produire une espèce de produit chimique qui vont les permettre de ne pas geler. Il y a certaines grenouilles qui font ça, en fait. Donc, au lieu de tout simplement geler comme un glaçon, ils restent dégelés, bien qu'ils sont dans un état d'hibernation où leur cœur bat très, très lentement. En tout cas, ça les permet de survivre l'hiver. Et j'imagine les jeunes enfants aller voir l'exposition et puis se jouer des connaisseurs là, devant les professeurs de sciences en classe. Oui, et il y a toutes sortes d'opportunités de servir de notre imagination pour s'imaginer comment aurait été la vie
pendant une période glaciaire. Il faut s'imaginer qu'il y avait 2 à 3 kilomètres de neige et de glace qui recouvraient tout l'Amérique du Nord. Donc, c'est difficile à s'imaginer. On peut aussi s'imaginer certaines espèces qui ont depuis disparu, comme ici, on a l'ours des cavernes, donc qui était un très gros ours qui n'existe plus aujourd'hui. De quoi avait-il l'air? Il aurait vécu dans la même période que le Néandertal. Donc, ça, c'est un spécimen de nos collections. Écoutez, Monsieur Boivin, on va vous garder avec nous. On va prendre une pause et juste après, je sais qu'on veut nous faire découvrir un autre espace de cette exposition-là. On se revoit juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas d'histoire que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas d'histoire que je peux triper. Oh, y'a pas juste toi. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'exposition Planète Glace présentée au Musée canadien de la nature. Et avec moi, Daniel Boivin, chef du design. On a vu en première partie, avant la pause, quelques parties de l'exposition. Et cette fois-ci, on voit un très gros animal derrière vous. Oui, c'est ça. Donc, dans une autre zone de cette exposition-là, on voit en fait l'impact de la fonte des glaces. Donc, à la fin de la dernière ère glaciaire, on a perdu certaines espèces d'animaux, dont le mastodonte, le mammouth qu'on a vu tantôt, et aussi un ours qu'on appelle l'ours à tête courte. C'était un ours assez gros. si on se compare, il mesurait presque 14 pieds de haut, cet animal. Donc, ce sont des animaux qui ont disparu. On a aussi un tigre aux dents de sable qu'on appelle un smilodon et même un castor géant. On voit ici. Un castor géant, OK. Oui. Il mesurait plus d'1 mètre de long. Donc, le message ici, le message dont on essaie de véhiculer, c'est simplement qu'avec la fonte des glaces, avec un changement climatique, certaines espèces n'arrivent pas à survivre. C'est un peu le message qu'on essaie de retenir. Et aussi qu'avec cette fonte des glaces-là, si on pense à 2 à 3 kilomètres de glace, c'est beaucoup d'eau. C'est tellement d'eau, en fait, que pendant l'ère glaciaire, le niveau de la mer avait baissé de presque 140 mètres. Donc, c'est beaucoup. Avec ensuite, quand ces calottes glaciaires-là ont fondu, bien, le niveau de la mer a remonté. Et ça peut créer des inondations, on en parle beaucoup souvent. aujourd'hui. C'est ça. On en parle beaucoup aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec la fonte des glaces, la fonte des glaciers, que le niveau de la mer pourrait monter aussi. Donc, c'est simplement de ça dont on parle. Je vois en arrière de vous une section où c'est écrit « Cultures différentes ». De quoi est-ce qu'on parle ici? Bien, avec en fait, lors de cette glaciation, avec la baisse du niveau d'eau dans les océans, ça aurait créé une espèce de pont entre la Sibérie et l'Alaska. On appelle ça un pont, mais en fait, c'était une région assez vaste où, miraculeusement, il n'y avait pas de neige, il y avait très peu de neige. C'était un endroit, c'était une toundra, en fait, qui était relativement fertile, si on veut, relativement, mais qui aurait permis, en fait, aux êtres humains de se rendre en Amérique. Donc, une des théories les plus acceptées,
pour l'arrivée des êtres humains en Amérique du Nord, ça aurait été lors de cette glaciation-là. Les êtres humains seraient venus par l'Alaska. Donc ici, on parle du fait que la colonisation de l'Amérique d'êtres humains se serait faite lors de la fonte, de la dernière fonte de la dernière glaciation. Donc ici, ce sont des artefacts qu'on a trouvés dans l'Arctique, qui sont très vieux, qui nous donnent preuve ou appui à cette théorie-là. Donc, c'est vraiment un gros cours d'histoire qu'on fait en même temps en visitant cette exposition-là. Ah, voilà les petits poissons que je demandais. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on en parle un peu là, des différents poissons qui sont apparus ou qui sont revenus dans l'espace, dans le territoire de l'Amérique du Nord quand la glace a finalement fondu et que l'eau s'est échappée et retournée aux océans. On a retrouvé la vie. La vie s'est transformée une fois que toute cette glace-là a disparu. C'est ça. Je vous laisse aller nous montrer autre chose, mais pendant ce temps-là, je veux juste dire aux gens qui nous regardent qu'il y a aussi, comme M. Boivin l'a dit, plusieurs interactions, surtout pour les jeunes. Vous pouvez avoir accès à ça sur le site web. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. On est rendu dans quel espace en ce moment, M. Boivin? Donc là, on se rapproche du présent. Donc, on laisse les dernières glaciations derrière nous. Et là, on se pose des questions plus pertinentes à notre vie quotidienne. Donc, pourquoi la glace est importante pour nous aujourd'hui? On est dans une société moderne. Pourquoi on aurait quand même besoin de cette glace-là? Donc, on explique, entre autres, dont j'ai parlé, la présence d'eau douce pour l'eau potable. Le fait qu'il y a plusieurs communautés qui vivent près des côtes qui seraient affectées par une hausse du niveau de la mer. Oui. Et ensuite, des différentes adaptations aux arbres fruitiers, aux insectes, la vie qu'on retrouve dans les climats tempérés qui seraient affectés par un réchauffement climatique. On entend un bruit, des petites vidéos. Donc, il y a des vidéos éducatives aussi. Oui, il y a toute une série de vidéos interactives, éducatives, qui racontent certains détails ou des points sur la vie ou sur l'importance de cette glace-là. Ici, on voit, par exemple, ce qu'on appelle les autoroutes de glace. Donc, il y a plusieurs communautés dans l'Arctique qui dépendent d'un pergélisol ou d'un sol solide, car les voitures, les camions roulent sur la terre ou sur l'asphalte, comme on a au sud du Canada. Donc, si tout ça se met à fondre, évidemment, on ne peut pas se promener dans un marécage camion. C'est sûr. Vous avez dit dans le premier segment que la glace, c'était quand même de l'eau potable. Quand elle se mélange à la mer, quel fond qu'elle se mélange à la mer, on ne peut plus l'utiliser, hein? C'est terminé. Non, c'est ça, elle devient saumure ou simplement salée. Donc là, cette glace-là ne peut plus... être utile. Oui, cette eau-là devient plus potable. Il y a moyen d'enlever le sel, mais ça prend beaucoup d'énergie. J'imagine. Très rarement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a Donc ici? là, on se retrouve dans la dernière zone. C'est ça, ici, c'est la zone où on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Quel sera l'avenir de la glace? Est-ce qu'elle va continuer à exister? Si toute cette glace-là disparaît, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir des inondations? Il y a des changements climatiques qui peuvent affecter le climat, non seulement avec un climat chaud, mais certaines régions vont devenir arides, d'autres vont devenir tropicales. En tout cas, donc, tous ces changements-là peuvent affecter les écosystèmes et la façon dont la vie se déroule présentement. Et ensuite, le revers de cette médaille-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la même question et qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Qu'est-ce que certaines communautés ont fait pour s'ajuster ou s'adapter ou même remédier au changement climatique? Donc, il y a des différents exemples, on peut regarder ça ensemble. Le musée a travaillé très fort parce qu'on voit que l'exposition est subdivisée en 3 parties, le passé, le présent et le futur. Donc ça, c'est vraiment un moyen là, de s'éduquer. Puis je suis contente que pour le présent et puis pour le futur, là, il y a beaucoup plus d'interactions. Ça sort un peu de l'histoire qu'on a vue tantôt. Oui.
En fait, il y en a tout au long. Je n'en ai pas montré beaucoup, mais il y en a tout au long de l'exposition, des interactifs, des jeux, tout ça. Donc, on en donne pour tous les âges, tous les styles d'apprentissage. Donc, il y a des choses à toucher, des choses à essayer, des choses à voir. À voir. Je sais que, je ne sais pas si je me trompe, mais le jeudi, il me semble que le musée est accessible de manière gratuite pour le grand public. Oui, c'est ça. Les jeudis soirs, le musée est gratuit. Donc, tous les gens sont invités à venir pour visiter le musée. Merci beaucoup, M. Boivin. Et puis, merci de nous avoir fait visiter, je vais dire en primaire, je vais dire comme ça, l'exposition. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.nature.ca, c'est le site web du Musée canadien de la nature. Et puis, comme vous l'avez vu, c'est une grosse exposition. Ça va vous prendre beaucoup de temps pour pouvoir voir cette exposition-là. Donc, plus de détails, encore une fois, sur le site web www.nature.ca. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. Le 6 février, les gens du monde entier célébreront la jubilé de platine de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Pour ceux qui ne le savent pas, cette célébration marque le 70 ans de service rendu par la Reine au Commonwealth et aux habitants des 15 pays dont elle est la chef d'État, y compris le Canada. Au nom des résidents de la ville d'Ottawa, je tiens à féliciter Sa Majesté pour cet accomplissement exceptionnel et à la remercier pour son dévouement absolu à l'égard de ses fonctions. Merci beaucoup. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Jeudi, le 2 juin prochain, les Ontariens seront invités aux urnes afin d'élire un nouveau gouvernement provincial. Dès 21h, TV Rogers vous offrira une couverture complète de ces élections. Nous vous présenterons une émission spéciale animée par Catherine Marion, vous présentant les tenants et aboutissants de cette élection d'importance pour la communauté francophone. Appuyé par l'analyse de Marcel Brault et les commentaires judicieux de Jean-Paul Moreau, TV Rogers vous offrira tous les détails de cette importante soirée électorale provinciale et principalement des 4 circonscriptions francophones de notre région. Pour ma part, je me joindrai à mes collègues en tant que journaliste de terrain et vous rapporterai à chaud les commentaires des candidats des différents partis en lice. Les résultats locaux exclusivement sur TV Rogers dès 21h jeudi le 2 juin prochain. Alors pour plus de détails, vous êtes invités à nous suivre en direct comme on l'a mentionné tantôt le jeudi 2 juin prochain à partir de 21h. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, je vais m'entretenir avec le chanteur, compositeur, interprète Charles-Étienne Ferland. Il est aussi auteur, mais cette fois-ci, il nous parlera en tant que chanteur, compositeur, interprète. Je vais aussi discuter avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa et on aura aussi Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.
À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.